toutes les deux eu combien en otage? 523. Et moi 520. Ah, c'est énorme. Aujourd'hui, j'ai intégré les decks. Intégrer le SCP. Bonsoir. Bonsoir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 7e numéro de notre petite série de podcasts, Secret d'admission. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux personnes qui ont eu des plus que bons scores au TAJ. Des très très bons scores. Vous pouvez vous présenter. D'abord, on a d'abord Lise. Donc moi, c'est Lise, enchantée. Et on a Agathe. Moi c'est Agathe. Vous avez toutes les deux eu combien au TAJ? 523. Et moi 520. Ah, c'est énorme. Pour commencer, je propose qu'on apprenne un peu plus à vous connaître sur votre parcours. Donc Lise, tu peux nous parler de toi après le lycée? Donc moi, j'ai un parcours un petit peu particulier en AST, puisque j'ai commencé par faire 2 ans de prépa ECG, au bout desquels j'étais pas heureuse de mes résultats, et donc j'ai décidé de partir à la fac, à Assas. Je suis partie en L3 d'éco-gestion, et ensuite, aujourd'hui, j'ai intégré les decks. Et donc moi, après mon lycée, je suis partie à l'Université catholique de Lille en licence de gestion. Et j'avais aussi une prépa en fait en plus pour déjà nous préparer au TAJ. Donc c'était des cours l'après-midi. Et maintenant, j'ai intégré le SCP. Ok. Et est-ce que l'objectif d'avoir une école de commerce, pour toi du coup, on se doute que oui, a été pour toi, Agathe, quelque chose que tu avais en tête dès le lycée? Oui, alors en partant à la Cato à Lille, je savais que je partais dans cette filière parce que j'avais pour but d'intégrer une école de commerce à la fin. Après, je savais pas trop comment ça se passait. Pour être honnête, j'avais jamais entendu parler du TAJ ou des AST. Enfin, on m'en a vraiment parlé quand je suis arrivée. Mais mon but, c'était d'intégrer une école de commerce. Ok, donc tu savais que c'était possible, Oui, mais pas comment. mais pas comment. Ouais. Ok. Et moi, évidemment, le but a toujours été d'intégrer une école de commerce, mais je ne savais pas que la filière AST existait quand j'étais en terminale. Donc je pense que c'est quand même quelque chose que je ne connaissais pas. C'est vrai qu'il y a un manque, du coup, enfin tu dirais qu'il y a un manque d'information? Ah oui, clairement. Et je pense qu'en ce moment, on est en train de pallier à ce problème, mais je pense que oui, c'était vraiment quelque chose qui était connu par une très petite élite, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment une communication qui est faite sur le sujet qui est vraiment nouvelle. Tu l'as senti pareil? Ouais, je l'ai senti pareil parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivée à la Cato, on n'était pas très informés sur le TAJ. Bon, il y a des gens qui savaient ce que c'était, mais moi, j'avais pas de grands frères et sœurs qui avaient fait AST, donc on connaissait pas. Alors que maintenant, j'ai vraiment des gens dès le lycée qui me parlent du TAJ Maj, qui me parlent des AST. Donc c'est sûr qu'on voit que aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus informés à propos de ça. Et moi, à l'époque, vraiment, quand je suis arrivée à la Cato, quand je suis arrivée, on m'a expliqué ce que c'était du coup les admissions sur titre, mais avant, j'en avais vraiment aucune idée. Ok. Et du coup, quand on parle du coup d'admission parallèle, AST, forcément, le mot qui revient le plus, c'est TAJ Maj. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ou pas aujourd'hui? Ouais, j'ai entendu, moi. Donc, depuis ce matin, la FNEJ vient d'annoncer que le passage du TAJ Maj ne sera plus limité à 2 sessions par an, mais à 4. Mhm. Est-ce que, pour vous, c'est une bonne chose ou pas? À 4, par exemple. Alors d'un côté, je pense que c'est une bonne chose parce que ça laisse plus de chance aux étudiants parce que vraiment la plus grande difficulté du TAJ pour moi, c'est que tout repose sur vraiment une seule session par semestre, donc c'est assez compliqué de gérer son stress, je pense, pendant qu'on passe le TAJ, donc c'est bien qu'il y ait, je pense, cette deuxième chance par semestre de pouvoir le passer. Après, je trouve que la difficulté du TAJ, c'était justement le fait d'avoir un seul passage par semestre, donc ça retire un peu de difficulté à l'épreuve. Donc d'un côté, ça peut être bien pour certains profils, mais je trouve qu'en fait, ça change complètement toute cette épreuve parce que déjà, on a retiré les points négatifs, ce que je trouvais assez dommage en fait sur le TAJ, parce que même si c'est assez bénéfique pour tout le monde, c'était un peu là la difficulté de l'épreuve. Et je trouve que ouais, aujourd'hui, si en plus de ça, on laisse plus de chance aux gens pour le passer, ça veut dire que les scores ils vont être maintenant beaucoup plus élevés pour tout le monde et que la concurrence, elle va être encore plus grosse. Mhm. Je suis d'accord avec Agathe, je pense que les scores vont vraiment être gonflés et que le TAJ va vraiment perdre en difficulté. Maintenant, qui ça va favoriser? Moi, je pense que pour le coup, l'histoire des 4
enfin le fait de pouvoir passer en 4 fois, ça va favoriser des profils qui sont vraiment genre excellents, des profils qui sont capables de performer à chaque tâche, parce qu'on le voit, être performant sur plusieurs sessions, c'est quelque chose qui est difficile parce que d'une session à l'autre, les sujets peuvent être très différents. Et donc je pense que pour tirer son épingle du jeu, il va falloir être bon sur plusieurs sessions, et donc ça va favoriser en tout cas ceux qui travaillent dur et pas forcément juste les chanceux. Forcément, quand on pense à vos tâches à plus de 500, on se dit que vous auriez pu aller chercher encore plus haut si vous avez eu d'autres sessions. Je sais pas. Je pense que pour refaire un score comme ça, je pense qu'il faudrait que je m'enferme dans ma chambre comme j'ai pu le faire. C'est surtout aussi, ça dépend en fait vraiment des sujets sur lesquels on tombe et de notre niveau de stress en fait dès la première épreuve. Je pense que c'est là où tout se joue sur... Enfin moi en tout cas, c'est vraiment la première épreuve de français, c'est la compréhension de texte. C'est là où si c'est trop compliqué, moi ça me biaisait toute mon épreuve en fait. Je perdais mes moyens dès le début et en fait je pense que vraiment ça dépend des sujets. Et c'est là où justement c'est bien de pouvoir avoir 2 passages par semestre parce que ça va permettre aux personnes qui ont été déstabilisées pendant le premier passage de pouvoir se redonner une chance sur un second passage. Ok. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, un des gros tips du TAJ, c'est vraiment être capable de, une fois qu'une des épreuves est passée, une des 6, vraiment oublier tout ce qui s'est passé et se remettre dedans. Et c'est un exercice qui n'est pas facile et auquel je vous conseille de vous entraîner genre à la maison avant d'y arriver parce que vraiment, on peut être très vite déstabilisé par ce qui vient d'arriver. Donc, c'est important, on a 2 minutes pour souffler et vraiment faire abstraction du passé, quoi. Alors justement, ça c'est une très bonne chose ce que tu viens de dire. Donc quand on a des scores comme les vôtres, on a envie d'avoir à la fois votre stratégie, comment vous avez préparé le test, et aussi vos conseils. Vous devez en avoir, j'imagine. Donc tu as dit là, justement réussir à, dès le début même pendant la préparation, à faire un sous-test et l'oublier d'un coup et passer au suivant. Est-ce que tu as d'autres conseils, tips comme ça à nous donner ou pas ? Alors, un truc qui peut paraître bête, mais qui est sur la même lignée, c'est vraiment être zen, vraiment le Taj-Maj. Au-delà de la difficulté de l'épreuve, il faut vraiment être hyper détendu. Et moi, un truc que je faisais qui peut paraître con, mais genre je suis arrivée le jour de l'épreuve et genre je souriais tout le temps. Et en plus, tout le monde faisait la gueule, je me souviens. Et genre je souriais. En plus, quand on vient de Prépaya, on connaît un peu genre la moitié de la salle. On reconnaît le voisin, etc. Et donc en fait, c'est important de sourire parce que même si vous connaissez les gens, en fait, les gens tirent la gueule. Et en fait, psychologiquement, si vous souriez et si vous, à chaque sous-épreuve, vous dites « Ok, c'est terminé », je le repasserai plus jamais de ma vie. Maintenant, je me focus sur l'épreuve qui arrive. Et pareil, repenser aux tips qui sont utiles pour chaque sous-test. C'est-à-dire que j'arrive sur le calcul, je me souviens qu'est-ce qu'il faut faire en calcul, etc. Vraiment se concentrer et se détendre, sourire. Vraiment, chaque sous-épreuve, sourire, se détendre, se rappeler des petits tips qui sont nécessaires. Ça, je pense que c'est important. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus avec Lise parce que surtout après Prépaya, là où on bosse beaucoup l'épreuve, donc la partie calcul. Et moi, je me rappelle ce qui m'est arrivé en juin, c'est que j'ai ouvert l'épreuve de français, la compréhension de texte. On est tombé sur un texte hyper compliqué, le deuxième texte. Donc je me suis déstabilisée, j'arrivais plus à lire, enfin c'était horrible. J'étais complètement perdue et en fait une fois que j'ai passé cette épreuve je me suis dit c'est foutu, mon montage il est foutu, enfin je croyais plus en rien. Je suis arrivée en calcul et en fait ça m'a déstabilisée, j'ai même pas réussi à faire mes calculs, enfin c'était la pire épreuve. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment hyper important, comme t'as dit Lise, de vraiment s'entraîner et de se dire quand on a passé vraiment même les calculs, parce que souvent on mise tout sur les calculs comme c'est la partie qu'on bosse le plus, de se dire que c'est pas grave si c'est pas la partie qu'on a le mieux réussi alors qu'on voulait vraiment réussir cette partie, parce qu'il en reste encore 4 après. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment, enfin c'est la difficulté de cette épreuve, c'est de gérer son stress, gérer son temps et ne pas se déstabiliser. Surtout, enfin faut pas paniquer, c'est je pense la pire chose à faire en TAJ, mais ce qui arrive à beaucoup de gens malheureusement. Et pour qu'on puisse bien comprendre, vous avez passé le TAJ à quelle date ? Moi c'était le 5 décembre. Moi j'en ai passé un, je crois c'était le 15 juin, donc 2024. Et après, je l'ai passé le 12 décembre. Ok. Et donc, vous avez commencé à travailler combien de temps à l'avance ? Alors justement, c'est intéressant parce que du coup, moi, je pensais à ma date où j'ai eu 523. Mais c'est intéressant parce que moi aussi, je l'ai passé en juin. Alors, je sais plus quelle date. Mais pour vous donner de l'espoir sur le travail, la première fois que je l'ai passé, j'ai eu 280 quelque chose, 7. Il y a un gap. 287, 6 mois plus tard, 523. Donc vraiment, c'est la préparation fait tout.
Pourtant, moi, je sortais de 2 ans de prépa, j'étais une brute en maths, que je suis plus du tout maintenant, et j'ai eu 287. En fait, vraiment, tout est dans la préparation, je pense. Oui, moi c'est pareil. Donc en fait à la Cato, nous on avait aussi en gros on avait une partie prépa, on avait des cours de tâches donc en maths et en français, on avait des tâches blancs. Et à la Cato, j'étais vraiment pas une bête en tâches, hein. J'étais vraiment plutôt à la fin du classement. Et je suis arrivée à Prépaya et en fait à Prépaya on arrive et on nous dit un peu qu'en fait le TAGE il est accessible à tout le monde, chose qu'on ne disait pas à la Cato. Et donc moi j'ai fait le mois intensif de préparation en juin. Donc on n'était pas beaucoup. Donc j'ai bien appris, en fait, j'ai tout revu de A à Z. J'ai recommencé à zéro en fait avec des gens qui n'avaient pas fait de maths depuis 3 ans. Enfin, on était vraiment avec plein de profils assez diversifiés et donc on est parti de zéro. Et j'ai vraiment tout vu de A à Z. Bon après un mois c'est vraiment, enfin c'est pas assez, mais j'ai pu tout voir dans la globalité. Et donc en juin j'ai eu 333, donc ancien score. Je crois que maintenant c'est 383. Donc j'étais assez satisfaite parce que c'était mon premier passage et que je me disais qu'il m'en restait 2. Et après, pour la session de décembre, moi j'étais en échange en Finlande. Et donc je me suis mise à bosser à peu près 2-3 fois par semaine à partir de fin octobre. Donc là j'ai commencé en fait à revoir toutes mes difficultés. En fait, je me suis concentrée sur toutes les parties du TAGE où j'étais vraiment pas forte, que ce soit en calcul, mais aussi en français, enfin sur toutes les parties. Et après, je suis rentrée, j'ai fait une semaine intensive à Prépaya. Et c'est là qu'en fait, je me suis aussi focalisée sur mes difficultés, notamment en français, parce qu'on a eu une prof de français et elle nous a donné tellement de tips que en fait, ça m'a redonné confiance pour le français, là où je pensais que c'était impossible. Et en fait, oui, je pense que c'est pareil, tout est dans la préparation. C'est vrai que souvent on axe la préparation sur les maths Ouais, et la logique, parce que c'est là où on peut gagner le plus de points c'est ça. facilement en très peu de temps. Mais la partie française n'est pas négligée. Non, vraiment pas. Enfin, moi, pour ma part, j'étais vraiment très très moyenne en français. Et en fait, à partir du moment où en fait on reprend les corrections de tâches, ce que je faisais pas avant. Avant vraiment, quand je faisais des tâches blancs, je corrigeais le français. Je cherchais même pas à avoir mes erreurs. Et en fait, à force de corriger, de comprendre ces erreurs, que ce soit en compréhension de texte et en raisonnement, argumentation, en fait, on progresse mais hyper vite. Et c'est pour ça que je trouve que le français, il faut vraiment pas le négliger. Ouais, je suis vraiment d'accord, ça se travaille différemment. Je pense que les 2 parties calcul, donc calcul condimine et condimition minimale et logique, ça se fait tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer 2 semaines avant, il faut vraiment faire. Mais vraiment, c'est ça où Prépaya, je pense, se différencie de toutes les autres prépas, c'est qu'ils vous demandent de faire des exos 2 heures par jour, tous les jours, pendant plusieurs mois. Et c'est ça où vous allez vraiment travailler votre logique et vous allez progresser. Donc c'est là où vous pouvez gagner les points. Maintenant, le français est vraiment pas à négliger. Enfin, différemment, c'est-à-dire que oui, en fait, pour moi, il suffit d'avoir quelques tips et s'entraîner un petit peu avant pour réussir. Moi, j'ai commencé à bosser français genre 2 semaines avant et vraiment avec préparé, j'ai eu les meilleurs tips. Et après, raisonnement argumentation, pour moi, c'est vraiment la partie qui est tellement négligée par les gens, alors qu'elle est tellement rentable. Moi, c'est celle que j'ai le mieux réussi. Et franchement, il faut vraiment le travailler. Pareil, je pense pas que ça se travaille tous les jours, mais il faut absolument faire des cours, enfin comprendre les exos, comment comprendre surtout le raisonnement. Et bon, ça c'est un autre tips, mais le jour J, ne faites pas les questions d'argumentation, enfin finissez par l'argumentation. Vraiment, allez chercher les questions de raisonnement, faites toutes les questions de raisonnement et après attaquez l'argumentation parce que c'est clairement les questions qui sont les plus faciles. Si vous connaissez les méthodes, vous ne pouvez pas vous tromper. Impossible. Mais c'est sûr que moi, en juin, je n'avais aucune idée des méthodes pour le raisonnement. Et c'est à partir de décembre que je me suis dit, bon, maintenant, je pense qu'en maths, ça devrait aller. Et je me suis attaquée au français. Et en fait, on voit que juste en lisant une fiche sur toutes les méthodes, bah, ça nous donne déjà tellement de chances de pouvoir réussir plusieurs questions. Je sais que, par exemple, à Prépaya, donc avec la prof de français, on a corrigé les tâches, donc la partie français. Et c'est là qu'en fait, je notais tous les tips qu'elle nous donnait. Et en fait, je les appliquais dans mes tâches blancs et je les ai appliqués le jour J. Et ça a tout changé. En fait, une fois que on est assez bon en maths, on considère qu'on a atteint un niveau assez correct. Il faut vraiment pas oublier le français parce que en fait il y en a qui sont mauvais en français et qui n'essayent pas de s'améliorer et du coup ça leur donne des scores qui sont bons mais qui peuvent pas être excellents et je pense qu'une fois qu'on se met à bosser le français et qu'on comprend un peu ça peut nous faire des scores énormes. Moi j'ai vu des gens pour là-dessus en français qui étaient très bons en maths
qui par principe ne voulaient même plus faire le français. C'est ça, il y en a plein. Enfin, c'était à l'époque des points négatifs. Ouais. Maintenant, c'est plus le cas, mais ça faut montrer que c'était quand même négligé, cette partie-là était vraiment négligée, alors que quand les multipliers, on peut justement faire la différence et passer ce 400, 440 et aller chercher un score à 500. Et surtout pour moi, en ce moment, il y a une tendance actuelle qui est l'augmentation de difficulté de la partie calcul. Pour moi, quand on regarde les sujets d'il y a 3 ans, c'était easy. Et là, on est à un niveau stratosphérique. Non, mais sincèrement, nous, c'était à l'époque des points négatifs. Quand on l'a passé, moi, j'ai fait 9 questions sur 15 et j'étais très fière de moi. Donc, c'était vraiment d'une difficulté sans nom. Et donc, oui, certes, vous allez réussir à faire mieux que les autres en calcul si vous entraînez bien. Mais il ne faut pas oublier que la partie calcul, je parle vraiment de la partie 2. C'est les condiments, c'est autre chose. La partie 2, vraiment, c'est une partie qui est plus aussi rentable qu'avant, à moins que vous soyez un dieu du calcul mental. Franchement, il faut pas non plus que se reposer sur celle-là, pour moi, pour avoir un score vraiment très très haut. Je pense que ça fait une bonne transition sur les choses sur lesquelles il ne faut pas trop se reposer. Souvent, on parle de computage, et on oublie un peu le TOEIC. Ouais. Et pour les écoles comme l'ESSEC, où le TOEIC n'est pas forcément très important, c'est quand même la deuxième école, mais des écoles qu'on soupçonne un peu moins comme l'EDEC, où le TOEIC compte beaucoup, et des écoles comme l'ESCP où le TOEIC compte encore plus. Est-ce que vous pouvez vu que vous êtes dans des écoles où le TOEIC compte beaucoup, me dire un peu votre feeling sur ça? Donc moi j'ai eu 990 au TOEIC, donc j'étais très fière de mon résultat. Je pense que le TOEIC c'est vraiment pas à négliger. Trop de gens, parce qu'on peut le passer plusieurs fois, se disent bon c'est tranquille, je le bosserai 2 semaines avant. Oui, vous pouvez le bosser 2 semaines avant, moi c'est ce que j'ai fait, mais par contre je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai fait un TOEIC blanc, 2 TOEIC blancs par jour. En fait, je pense que c'est vraiment un type d'épreuve difficile si on ne comprend pas l'anglais. Et ça par contre, ça se bosse, je pense, pas dans le sens où il faut être déjà bon en anglais, et ça je pense qu'il faut le prévoir 1, 2, 3 ans avant. Moi, je suis pas d'accord parce que moi, j'ai dû passer le TOEIC plusieurs fois. J'ai eu 975 et j'ai commencé à 920. Et en fait, les points qui sont les plus difficiles à avoir, c'est ceux à partir de 930. Je dirais, c'est là vraiment où c'est le plus dur de progresser. Et moi, justement, je l'ai bossé. J'ai fait des TOEIC blancs. J'ai revu toutes les méthodes. Donc là, j'avais pris... il y avait beaucoup de TOEIC blancs avec Prepaya. Et il y a aussi des plateformes sur lesquelles on peut s'entraîner. Et ça fait toute la différence parce que du coup, mon premier TOEIC, j'ai eu 920 et à la fin, j'ai atteint 975. Alors qu'on nous dit tout le temps, oui, il faut avoir un super bon niveau d'anglais. Non, c'est vraiment des méthodes, ça se bosse, que ce soit le listening, même les textes. En fait, il faut savoir gérer son temps, il faut savoir se concentrer pendant 2 heures. Et tout se bosse. En fait, le TOEIC, il y en a plein de gens qui abandonnent dès le début parce qu'ils se disent « Ah, je suis nul en anglais ». Mais je trouve que c'est pas vrai, parce que moi, j'avais pas un très bon niveau d'anglais. Et j'ai vraiment bossé, parce que du coup, une fois que j'avais fini le TAJ, je me suis concentrée que sur le TOEIC pendant 1 mois. Et ça m'a vraiment permis de gagner des points. C'est assez marrant ce que tu viens de dire sur une méthode. Je trouve que pour venir sur le TAJ-MAJ, c'est aussi le cas. Pour moi, le TAJ-MAJ n'est pas un test d'intelligence, c'est un test de méthode. Et qu'on peut gagner 100 points en ayant une bonne méthode, vraiment. Oui, vraiment, clairement. Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous dire en quoi la méthode du coup Prepaya vous a vraiment, entre guillemets, aidé à gagner ces fameux 100 points, 150 points même pour les gros scores que vous avez eus? Alors, déjà, après Prepaya, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une variété de questions, d'annales, de tâches blancs qui est immense. Donc, en fait, on peut s'entraîner sur... En fait, on a déjà tout fait avant d'arriver au TAJ. On s'est entraîné sur tous les pièges. Et ce qui est aussi super et qui, moi, m'a vraiment servi, c'est que pendant tous les cours, pendant les corrections de tâches blancs et même les corrections d'exercices, il y a un truc que je faisais, c'est que j'ai noté dans un lutin tous les tips qu'on a pu nous donner, mais que ce soit des questions qui retombent ou même des méthodes pour aller beaucoup plus vite sur toutes les questions. Et en fait, ce lutin, je le relisais donc pendant ma semaine intensive juste avant le TAJ, tous les soirs. Et en fait, quand je suis arrivée donc, dans toutes les épreuves, j'avais tous les tips en tête et je savais quoi faire partout. Et ça, en fait, c'est des trucs qu'on n'aura pas, par exemple, dans le grand manuel. On ne nous dira pas ça. Et ça, c'est vraiment les profs de Prepaya qui nous le disaient. Et c'est moi ce qui m'a le plus servi, honnêtement. Bon, vous avez la réponse de comment avoir un gros score, parce que j'ai exactement la même méthode. Moi, j'avais un cahier, pareil. Chaque fois qu'il y avait une correction, j'essaye de comprendre la méthode qu'il y a derrière. Parce que c'est bien beau d'apprendre des questions par cœur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, ça va pas marcher. Il faut vraiment comprendre la logique derrière, à ta manière, la réécrire pour que tu comprennes dans 2 mois ce que tu avais voulu dire. Et après, moi, j'ai pas touché à ce cahier. Enfin, honnêtement, je faisais des exos, mais j'ai pas touché au cahier. Par contre, 2 jours avant, tous les soirs, je le relisais. Enfin, 2 grosses soirées, j'ai vraiment relu le cahier en mode « Ah, qu'est-ce que je voulais dire là, blablabla ». Et ça, plus, je trouve, le fait d'avoir des stratégies.
Ça, c'est au-delà de, voilà, mais des stratégies. Par exemple, une stratégie dont je parlais, c'est quand tu arrives sur raisonnement argumentation, tu commences par faire tous les trucs de raisonnement. Et ça, c'est un truc qui va faire la différence, mais de 100 points, facile, très très vite. Donc, c'est vraiment des petits trucs de mood, de mood quand tu arrives, de stratégie. Pour chaque type d'épreuve, il faut avoir les bonnes stratégies. Et ça, pareil, c'est... En fait, ouais, à Prépaya, on est avec des gens qui nous entraînent, qui en fait connaissent l'épreuve par cœur. Donc on nous prépare, on nous dit ouais, le jour J, tu feras ça, 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 ça. Et en fait, ça sert. Moi, je sais que par exemple pour les tips que j'ai beaucoup notés, ça m'a servi pour les condimines, parce qu'il y a tellement de pièges dans cette épreuve. Et on m'a donné tellement de tips que en fait, quand je suis arrivée le jour J, je voyais partout les pièges, je reconnaissais tout. En fait, à force d'avoir noté, relu, à la fin, on est formaté pour ne pas tomber dans les pièges. Ouais, condimine, pour moi, c'est la matière à le plus ficher. C'est vraiment c'est le truc, quand t'arrives, t'es nul. Enfin, moi, personnellement, j'étais nul. Pire qu'en calcul et tout. Et après, sur la fin, il n'y a pas une fois où j'avais pas 15 sur 15 aux questions. Genre, vraiment, les condimines, pour moi, ça se bosse. En fait, c'est une épreuve qui, par son format, est pas... en mode... elle a son... Ils peuvent pas sortir des cases, en mode ils vont pas sortir un énoncé qui est jamais tombé. Ça ressemblera toujours à quelque chose qui est déjà tombé parce que c'est un truc quand même assez spécifique comme type d'épreuve. Ce qui ressort quand même, et c'est assez marrant parce que c'est l'idée que au Taj Mahal, vous l'avez vraiment préparé avec une discipline, une méthode, vraiment une rigueur quasiment parfaite. De toute façon, pour avoir un tel score, il n'y a pas de secret. Mais je me dis que avec la réforme du Taj Mahal qui vient de sortir, parce que du coup la FNEJ, donc on l'a dit, passe à 4 sessions par an. Ils sont en train de se mettre sur le modèle du GMAT et du GRE, avec pas de négatif. Ok, bon, ça s'adapte. On a dit c'est bien parce que du coup plus de flexibilité, plus de chance, mais il y a aussi peut-être un risque qui va être que les gens vont se dire ok, 4 sessions, j'ai le temps. C'est sûr. Et on peut se laisser avoir. Comme le TOEIC. Ouais, c'est ça. Comme le TOEIC. J'ai le temps, je repousse. Moins de stress, mais du coup pas assez de bon stress peut-être. Et donc, déjà, il va y avoir un danger avec les deadlines. Et du coup, il va aussi y avoir un danger donc, avec le rythme et la discipline que je pense que les élèves vont peut-être s'imposer à eux-mêmes. Ouais, parce que c'est ce qui était bien jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, on prend une date de Taj. À partir du moment où on prend notre date, on compte les jours qui nous restent avant le Taj, mais tout le temps. Et donc, je pense dire, il va me rester tant de temps, je dois faire ça, 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 ça. C'est sûr que là, je pense que du coup, il va y avoir beaucoup plus de dates de passage. Et donc, les gens vont un peu pouvoir passer le Taj quand ils veulent. Et c'est là où oui, ça va peut-être être plus compliqué pour les gens. Et je pense que les gens vont beaucoup repousser leur session. Ils vont dire, ah non, je suis pas prêt, je vais passer plus tard. Et en fait, remettre à demain tout ce qu'ils doivent faire, quoi. Ouais, franchement, moi je trouve que le Taj, ça va vraiment permettre de encore plus discriminer les gens entre eux. Et d'ailleurs, ça va permettre de mettre en valeur une qualité, je pense. Parce que du coup, moi j'ai connu donc, le système de la prépa et le système des AST. Et en fait, pour moi, les gens qui réussissent en AST, c'est des gens qui arrivent à avoir une discipline. Que ce soit pour du coup le Taj, que ce soit pour le TOEIC, que ce soit pour les partiels de la fac. En fait, personne va être dans ton dos pour te dire travaille, fais tes devoirs. C'est pas comme en prépa où t'as la colle le soir et t'es obligé d'avoir bossé ton cours de la veille. Donc en fait, les gens qui réussissent en AST, c'est des gens qui ont vraiment une discipline et qui sont capables de se mettre eux-mêmes à travailler. Et quand vous arrivez à la fac en septembre, tout le monde vous dit, tout le monde dit, oui, moi je serai HEC. Le jour en décembre, quand vous arrivez dans la salle du Taj, les seuls qui ont travaillé, vous êtes 3 dans votre promo. Donc non mais c'est réel. Et en fait, les gens s'y mettent une semaine avant. Donc en fait, vraiment, si vous avez la discipline, vous pouvez aller à l'université, réussir à l'université et donc réussir vos concours AST. Je pense que c'est vraiment une grande qualité qu'ont les AST et qu'ont pas forcément les prépas d'ailleurs. Moi j'ai une question, alors là c'est beaucoup plus personnel, mais parce que vous avez eu des scores tellement au-dessus du mien. Je me souviens quand je passe le Taj, moi je passe mon temps à me dire j'y vais mais je suis pas prêt. Est-ce que vous, quand vous y allez avec ce fameux score, vous dites ok là c'est bon, je suis prête? C'est-à-dire avant de passer l'épreuve. Avant d'y aller. Ah non, moi c'est drôle parce que Agathe comme moi, on avait pris notre date en février. Ouais, moi j'avais déjà pris ma date pour le semestre d'après. Alors qu'on y allait en décembre. Donc autant te dire que... Mais c'est pour ça aussi que j'ai réussi, je pense. Parce que je suis arrivée en mode détendu, en mode... Bon, c'est mon essai, quoi. Non, moi, j'étais pas du tout prête dans ma tête. C'était vraiment... Enfin, pourtant, j'avais beaucoup travaillé, hein. Je vais pas me mentir, mais vraiment, j'étais en mode... non, vraiment, je vais... Mais c'est aussi parce qu'après Païen, nos sujets étaient tellement difficiles que je me disais,
Après Paya, j'ai jamais dépassé 400. Comment je vais dépasser 400 jour J? Donc c'est ça aussi. Enfin, non, moi j'étais pas. Alors moi, comme j'avais déjà fait un mois en juin, le TAJ, j'en avais quand même déjà beaucoup entendu parler. Et j'ai quand même, en fait, moi, ce que j'ai fait quand même avant le TAJ, c'est que j'ai eu le temps de revoir toutes mes difficultés. Et donc, à la fin, quand je suis allée au TAJ, je pense que je me sentais vraiment beaucoup plus prête qu'en juin. Je sentais que, enfin, pour être honnête, j'étais quand même beaucoup plus confiante. Et surtout, quand je suis arrivée, je me suis dit, en fait, faut pas refaire comme en juin. Vraiment, faut que tu sois confiante, que tu sois détendue. Et c'est vrai que je pense un tip qui est hyper important pour passer le TAJ, c'est qu'il faut se dire que, en fait, c'est pas ça qui va changer notre vie, hein, c'est clair. Et il faut être déstressé, il faut se faire confiance. Et c'est là où moi, je pense que ça a marché en décembre. C'est parce que déjà, je voulais pas que ça se passe comme en juin. Je m'étais vraiment pas mise la pression. Je me disais, vraiment là, tu t'es détendue. Et en fait, je me suis fait confiance et du coup, j'ai beaucoup répondu. Et c'est pour ça que finalement, j'ai eu ce score parce que à l'époque, il y avait les points négatifs. Donc, répondre à beaucoup de questions, c'était assez risqué. Mais à ce âge-là, j'étais plutôt confiante. Donc, je me suis pas mal fait confiance. Et finalement, ça a marché. Ouais, pour moi, il faut vraiment arriver à se détendre. Ouais. Et c'est vraiment très très dur. Et c'est ça qui fait la diff, honnêtement. De toute façon, il faut gérer son stress de la même manière. On a dit, là maintenant qu'il y aura 4 sessions, il faudra quand même avoir un bon stress. Parce que s'il n'y a pas assez de stress, on ne travaille pas. Mais comment vous avez réussi, vous, à gérer votre stress exactement? Par exemple, un truc qui peut vous aider, c'est que vous dites dans la salle, on sera genre peut-être une dizaine à avoir au-dessus de 400. En fait aussi, quand on passe les concours AST, on se met la pression, quand on veut une parisienne par exemple, on se dit oh là là, il faut que j'ai plus de 420 et tout. Mais en fait, c'est très rare les scores comme ça. En fait, on vit dans une bulle aussi. Après, il y a tout le monde a des scores exceptionnels. Mais en fait, quand vous arrivez, moi ce que j'ai fait, c'est quand j'arrive, j'ai discuté avec la fille à côté de moi, le gars à côté de moi, j'ai discuté, j'aurais demandé des lunettes, etc. Et en fait, on se rend compte quand on sort un peu de notre bulle aussi que tout le monde n'est pas brillant et ne cherche pas à obtenir d'être excellent. Ouais. Et en fait, on se met trop la pression. C'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent le TAJ pour avoir une école du top 10 et pas forcément viser les parisiennes. C'est ça. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, là, j'ai eu 281, c'est déjà très bien. C'est déjà comme beaucoup de gens. Est-ce que j'arrive à aller chercher le top 30, enfin, un tiers, par exemple, déjà? C'est déjà pas mal. Et se mettre la pression en mode, je vais choper le top 1%, etc. En fait, réaliser que le top 1%, c'est nos scores, c'est déjà se dire, si j'ai genre 420, c'est déjà très bien. Il y a ce côté quand même qu'on peut comprendre, maintenant peut-être un peu moins parce qu'il y aura 4 sessions, mais quand il n'y avait que 2 sessions, on arrivait dans ce fameux centre à Noisy, on voit une foule de gens. Et quand on est à la prépa où on n'est que entre, en tout cas peut-être les 15, 20, 30, et que là on arrive et qu'on voit des gens, mais 300, 400, 500 personnes, on peut se dire, ok, finalement ça va être dur, mais comme tu l'as dit, en fait, il faut relativiser parce que on est mieux préparé que 80% des gens. Ah oui, non, mais moi, grand minimum. sans prépaya, j'aurais jamais eu ce score là, enfin, je vais être très honnête. Vraiment, c'est parce que j'ai été à prépa et que j'ai énormément travaillé que j'ai réussi à avoir ce score là. Mais il faut pas se leurrer, c'est un test qui est extrêmement dur. Les prépas, ils adorent le prendre de haut et tout. Ouais. Le TAJ, allez-y, faites des bons scores et après on en reparlera. Franchement, c'est très dur. Oui. Et faut y aller en mode, c'est très dur. Et donc, en fait, un peu se baisser la pression justement parce que... après, moi, je pense que c'est parce que je viens de la prépa aussi. On avait des sujets tellement durs. Tu relativises ce que tu dis, en fait, c'est dur pour tout le monde. Et c'est important que tout le monde comprenne que le TAJ, c'est dur pour tout le monde. Même celui qui a un très bon score, il en a chié. Moi, franchement, toutes les preuves, je goûtais, genre, je me dis, mais je comprends rien. Enfin, c'est normal, c'est ok. Genre, c'est ce que je pense. Non, mais oui, c'est sûr que le plus dur, c'est vraiment de gérer son stress le jour J. Mais ça peut paraître bête, mais même faire des exercices de respiration en arrivant. Moi, j'avais pas la même technique que toi, je parlais pas à tout le monde autour de moi. Parce que vraiment, j'arrivais, je me mettais dans ma bulle, je me détendais. Et j'avais fait des exercices de respiration vraiment parce que j'avais trop peur de paniquer pendant l'épreuve. Et en fait, c'est sûr qu'au début, faut relativiser, faut se dire que on a bossé, que bien sûr, on a tout donné. J'avais travaillé comme une malade, mais la seule chose que je me suis dit, c'est que maintenant, ça dépendait plus de moi, ça dépendait du sujet, et que dans tous les cas, on donne tout, mais qu'il faut se dire que si on rate cette épreuve, on en aura sûrement une autre au semestre d'après, ou même faire une année de césure ou retenter. C'est vraiment pas la mort, en fait, finalement, vu notre âge, quoi. C'est vrai. Donc vous avez toutes les deux des très bons scores. Et du coup, vous allez toutes les deux candidater. Est-ce que tu peux me dire les écoles que tu visais?
Bah, du coup, moi, j'ai postulé de l'ESSEC aux Écricom. Euh, et donc, j'ai pas eu les parisiennes. Euh, je pense que c'est parce que je viens de prépa. Je vais être très très honnête, si quelqu'un me regarde et qui est comme moi, qui l'a fait prépa depuis la fac, je pense que vous n'avez pas trop vos chances en parisienne. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai adoré passer mes entretiens donc à l'EDEC et à l'EM. Et quand j'ai eu les deux, pour moi, mon choix était clair, c'était l'EDEC. J'avais adoré cette école. Aujourd'hui, je suis à Nice en finance et voilà, je suis très heureuse de mon choix et j'aime beaucoup ma filière. C'est vrai que souvent, on considère que c'est plus dur d'intégrer une parisienne après avoir fait prépa et avoir, entre guillemets, ça s'être réorienté, mais c'est un peu moins vrai si on a fait un master. Oui, Est-ce que tu as eu au moins le doute de dire je fais un master pour avoir le SCP, l'ESSEC, peut-être HEC, on sait jamais, donc dès que je suis sortie avec de la un tel score en prépa, plus. de prépa, donc Prépalia, ils connaissent tout. Ils savent très bien. Donc dès que je suis sortie de prépa, ils m'ont dit, écoute, t'as un dossier excellent, mais toi, il va falloir que tu fasses un master pour intégrer. Ils m'ont dit dès le début. C'est pour ça que, grâce à Prépalia, j'ai pas appréhendé mes résultats quand j'ai pas eu les parisiennes de manière très négative parce que je le savais. Ils me l'avaient dit, donc en fait, c'était ok. J'avais postulé parce que voilà, il faut quand même tenter, mais je le savais. Moi personnellement, j'avais envie d'intégrer et de passer à autre chose, entre guillemets. Je sortais de la prépa, j'étais éreintée par les concours. Mais voilà, si quelqu'un a vraiment la déterre et se dit bah pourquoi pas 2-3 ans à la fac, oui, je pense que en fait le fait de postuler en master, ça veut dire que en fait vous pouvez postuler en école sans dire que vous venez de la prépa. Et ça fait toute la différence. Moi, j'avais postulé donc à l'ESSEC, mais j'ai pas été admissible. Je pense que c'est parce que j'avais pas un projet très finance, mais je sais pas trop. Et j'avais aussi postulé donc à l'ESCP et j'avais aussi postulé à l'EDEC, à l'EM. J'étais allée jusqu'à Schema. Et donc moi, j'ai passé les oraux de l'ESCP et après j'ai retiré du coup mes candidatures pour l'EDEC et pour l'EM. Et les oraux, ça a été enfin, votre préparation a été comment? Bah moi j'ai trouvé que Prépaya, déjà je trouve que sur le tas, enfin ils m'ont tout fait, je leur dois tout, je leur dois mon score parce que vraiment je partais de très loin hein, en Très tage. humble. Et pour les oraux, c'était aussi, c'était trop bien en fait parce que bon, pour ce qui est des lettres de motivation, etc., on est beaucoup, donc on n'est pas forcément tous, enfin on est suivi, mais ça c'est aussi un travail personnel, enfin c'est un gros travail de faire ces dossiers. Mais pour les oraux, en fait, une fois qu'on est admissible, on est directement mis dans des groupes, donc sur les sessions, tout ça, et on a accès donc à un tableau Excel qui nous permet de nous inscrire à autant d'entretiens blancs qu'on veut, et donc on peut passer avec des personnes qui ont passé les oraux comme nous l'année d'avant et qui ont intégré donc les écoles, et ça j'ai trouvé ça super parce qu'en fait je faisais en moyenne 2 ou 3 oraux blancs par jour et on me donnait des conseils tout le temps, et ça m'a permis de progresser parce que j'avais que 5 jours pour réviser, donc pour préparer mon oral, et la Préparia ils ont vraiment été géniaux sur les oraux. Je suis totalement d'accord. Moi j'avais en gros, non moi c'était pour les decks et l'EM, j'avais genre un Excel hyper bien fait où en gros je pouvais prendre des rendez-vous avec une trentaine de personnes et très rapidement j'ai vu qui étaient les tuteurs de Prépaya avec qui je m'entendais le mieux, qui étaient les meilleurs en préparation, et je me suis inscrite à des oraux avec eux tous les jours pendant 2-3 semaines. Pour moi les oraux en prépa, donc en prépa on les prépare pas mal et en fait on les prépare de manière genre bachotage, de réfléchir à ce qu'on va dire et tout. Je trouve que c'est pas comme ça qu'on s'entraîne. Je trouve que pour s'entraîner, il faut vraiment en faire. Vraiment avec des personnes réelles qui vont vraiment t'attaquer, qui vont vraiment aller te chercher parce qu'en fait chacun est différent. On renvoie tous une image de nous-mêmes, une certaine image qui va impacter les gens. Et donc c'est important de se préparer à ça de manière vraiment réelle. Et donc je pense que c'est le meilleur entraînement qu'on puisse faire, c'est s'entraîner. Voilà, s'entraîner avec son père, avec des gens qui ne connaissent pas. Oui. Et pour le coup, l'oral, il faut pas négliger l'oral. Il y a des gens qui étaient admissibles en parisienne et qui n'ont pas eu d'école du tout, parce qu'ils ont raté les écoles, leurs oraux, pardon. Vraiment, l'oral, ça remet tout en jeu. Si vous n'êtes pas bien classé, mais que vous êtes bon à l'oral, ne perdez pas du tout espoir. En fait, tout est remis en jeu à partir des oraux. Surtout qu'il y a quand même ce phénomène un petit peu où, quand on a des très bons scores, l'école sait qu'il y a potentiellement plus de chances que tu sois admise, Mhm. et donc le jury va encore plus te challenger, te tester, voir si c'est pas une erreur de casting, et vraiment aller te pousser un maximum dans tes retranchements. Et donc j'imagine que vous l'avez vécu. Vous avez dû avoir des oraux qui n'étaient pas non plus
très très simple comparé peut-être à d'autres oraux, d'autres jurys d'oraux. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, pour le SCB, donc c'était un oral de 20 minutes. Donc on parle de nous. D'abord, on se présente. Donc on fait un pitch, quoi. Et après, donc on a des questions. On est censé avoir une question d'anglais et une question sur l'actualité. Moi, ça s'est assez bien passé. Je suis tombée sur un jury où j'avais 2 hommes. J'ai été challengée surtout sur mon projet pro, mais j'ai pas eu de questions en anglais pour le coup. Et j'ai pas été piégée pendant mon oral. Je suis tombée sur un jury assez bienveillant. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas été déstabilisée. Et j'ai été beaucoup challengée sur mon projet pro, mais je l'avais beaucoup bossé justement grâce aux oraux de Prépaya. Mais je sais que c'est pas ça pour tout le monde. Il y en a qui tombent sur des jurys beaucoup plus compliqués. Moi, honnêtement, à DQM, j'ai eu des jurys bien durs. Mais jamais aussi dur que ce que j'avais vécu à Prépaya. Parce que j'avais vécu vraiment des entretiens ont été venus me challenger, me re-challenger. Et donc, finalement, c'était moins pire le jour J. Maintenant, ça restait costaud. Donc, c'est costaud le jour J et il faut pas avoir peur parce que c'est costaud pour tout le monde. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de gens qui sont sortis de là en mode ça s'est bien passé. Non, mais sincèrement, franchement, ils vont venir me chercher. Moi, honnêtement, le mec de l'EDEC, on a passé 20 minutes sur pourquoi j'avais raté la prépa. Pourquoi vous avez raté, pourquoi vous avez raté, pourquoi vous avez raté. Je suis sortie de là en mode je n'intégrerai jamais l'EDEC. Le mec, il m'a demandé pourquoi j'ai raté pendant 20 minutes. Donc, et au final, ça s'est bien passé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ils mettent des mauvaises... Enfin, en tout cas, parce qu'à l'EDEC et l'EM, on a des reculs sur les notes qu'on a. Ils mettent, à l'EDEC, notamment, ils mettent des mauvaises notes, entre guillemets. Schema, ils mettent des très mauvaises notes. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vos chances. Moi, je partais avec des notes de dossier très basses parce que je venais de prépa. Et j'ai pas eu des notes aux oraux ouf et j'ai quand même eu des très bons classements, ce qui montre qu'en fait les moyennes, il n'y a pas besoin d'avoir une très bonne moyenne pour intégrer, c'est ça que je veux dire. C'est super intéressant parce que des scores comme vous, il n'y en a pas souvent. Et donc c'est toujours une vision des oraux qui peut être compliquée parce qu'en général, surtout à l'EDEC, j'imagine que tu devais quand même avoir un bon classement d'office ou pas? Ah non, à l'écrit, non, ils m'ont mis 17. Ah oui, c'est vrai que oui. T'as compris. À cause du dossier. Ah oui. Maintenant, peut-être que si j'avais pas eu ce stage-là, ils m'auraient pas mis admissible. C'est ça, je pense. C'est possible. Parce que c'est assez équivalent. Le dossier a le même coefficient que le tâche, donc ça a dû vraiment te sauver, entre guillemets. Ah oui, ça m'a sauvé. Et te ramener dans le panier des gens. Ça a dû te sauver. Ouais, aussi, oui. Ouais, non, honnêtement, moi, je partais pas bien, justement. Et du coup, c'est positif. Ça montre que même malgré un dossier peu valorisé, avec la prépa que tu as fait, d'avoir un super score au TAJ, d'avoir un super score au TOEIC, ça peut compenser, tout compenser. Un dossier mal noté et intégrer une école du top 5. Et j'étais pas excellente à l'oral non plus. J'ai eu 14,75 à l'EDEC et 15 en anglais et je suis arrivée 35e. Mais ce qui est bien aussi à Prépaya avec les oraux, c'est que on peut donc choisir avec qui on passe sur un tableau où on a accès donc à 30 jurys. Et ce qui est super, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'en début de semaine, j'étais passée avec un jury. Et en fin de semaine, je repassais avec le même jury. Et donc, ça me permettait de voir toute la progression. Et c'est là où ça m'a beaucoup aidé pour les oraux, parce que j'ai tout compris, en fait, à la fin. Et j'étais en confiance parce que j'ai vu ma progression. Et j'ai pu corriger toutes mes erreurs et refaire un point avec la même personne juste avant mon oral. Oui. C'est trop bien d'avoir des gens qui nous suivent comme ça sur de long terme. Moi, en tout cas, on m'a vraiment suivi et aidé. Ouais. Et sur des sujets, par exemple, sur lesquels j'étais hyper mal à l'aise, par exemple la prépa. C'est-à-dire que la prépa, j'en parlais même pas à mes parents. Tellement j'étais mal à l'aise sur le sujet, c'était vraiment un non-sujet. Et quand je suis arrivée aux oraux de Prépaya, on m'a dit, mais attends, c'est sûr, on va te poser la question maintenant. Juste, je vais te bombarder pendant 3 heures, tu vas sortir de là avec de la confiance en toi. Et c'est nécessaire, en fait, de faire ce travail sur soi-même. Parce que tout le monde a des choses dont on n'est pas fier. Et en fait, il faut savoir que ça se voit. Quand vous arrivez à l'oral et qu'il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas à l'aise, ça va se voir et les gens vont attaquer dessus parce qu'ils adorent vous piéger. Enfin, ça dépend des jurys, évidemment, mais il y a des jurys vicieux qui vont faire exprès de taper là où ça fait mal. Et c'est comme ça. Ouais, c'est exactement le problème des oraux, c'est que c'est l'inverse du TAJ-MAJ, tout le monde n'est pas de la même manière. C'est ça. C'est très partial et c'est vrai que on peut parfois être un peu déçu. On a des gens qui sont très très bons et qui ne sont pas admis à cause de l'oral. C'est toujours compliqué à accepter. Du coup, ESCP, EDEC, comment se passent vos rentrées? Vous avez intégré ça en septembre, ça fait 1 mois maintenant, 1 mois et demi. Alors moi, je suis sur le campus de Paris là pour le premier semestre et ça se passe très bien. Franchement,
C'est super bien. Le campus, donc, il est porte de Champéret, donc c'est dans Paris, c'est assez pratique. Et la vie sur le campus, c'est vraiment super. Bon, j'ai connu pas mal de gens de Prépaya qui sont aussi à l'ESCP, donc on est à l'aise en arrivant. Et là, on a eu en fait une espèce de remise à niveau de tous nos cours. Donc c'est assez intéressant. Et lors de mon deuxième semestre, là, je vais partir à Madrid donc, pour faire une spé qui s'appelle Consulting. Donc j'ai hâte. Déjà une idée de Ce l'autre campus que tu vas faire, le deuxième? Non, pas du tout. Pas encore. Honnêtement, non, pas du tout encore. Donc moi j'ai intégré donc l'EDEC, mais l'EDEC à Nice en finance. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une filière assez spéciale où en gros on fait que des matières de finance et donc on n'est pas sur le même campus que les autres. Alors une rentrée en tant qu'AST à Nice est quand même assez spéciale. Pour ceux qui nous écoutent, il faut vraiment être conscient du choix que vous faites parce qu'en étant AST à Nice, vous êtes privé de toute la vie étudiante de l'EDEC, dans le sens où vous ne pourrez pas intégrer d'association et parce que tout se fait par association à l'EDEC, vous ne pourrez même pas aller au WAY par exemple. Donc ça prend des proportions assez grandes et ça, il faut en avoir conscience quand on rentre. Et moi, j'avais la chance d'avoir des potes en prépa, donc je savais à quoi je m'attendais. Donc j'ai beaucoup hésité. Donc voilà, intégrer Nice, c'est se dire que on ne fera pas partie de la vie étudiante et que notamment on n'aura pas d'association qui est une grosse part de l'EDEC. Par contre, les cours sont vraiment très intéressants. Moi, personnellement, je voulais faire de la finance, donc vraiment, je suis comblée. C'est vraiment les matières que je veux faire. Et c'est la vie à Nice, c'est très sympa. Il fait 20 degrés actuellement, là où aujourd'hui il nous pleut dessus, donc c'est sympa. J'imagine. Déjà, merci beaucoup pour tous ces conseils sur le Taj Mahal, tous ces tips, pour avoir découvert un peu vos parcours, comment vous en êtes arrivé là. Si chacune, je vous laissais pour conclure, entre guillemets, le soin de me dire pourquoi, enfin, imaginons quelqu'un qui nous regarde, pourquoi vous lui conseillerez de faire une prépa AST, qui plus est prépaya. Qu'est-ce qui a été le point le plus important pour vous, qui fait la différence, mais vraiment? Moi, je pense que vraiment, c'est pour le TAJ. Je pense que c'est les meilleurs, que ce soit sur les explications, même sur tous les tips et les stratégies qu'ils nous donnent. Moi, je suis arrivée, j'étais vraiment nulle en TAJ et je suis repartie donc avec ce score. Donc, je pense que c'est vraiment pour le TAJ, c'est la meilleure prépa, honnêtement. Donc ce TAJ? Même en fait tout globalement, tout, mais c'est surtout le TAJ, c'est un peu l'épreuve sur laquelle on se concentre le plus et c'est là où ça fait la différence, quoi. C'est vrai qu'avec 500... Moi, je pense que les concours AST, c'est un concours où on est très seul. Donc, le fait d'avoir une prépa, ça va permettre vraiment, surtout une prépa où vous y allez tous les jours, contrairement aux autres prépas, c'est tous les jours. Mais en fait, c'est vraiment une prépa qui va vous permettre de rencontrer des gens qui vivent la même chose que vous. Et même si votre discipline est individuelle, en fait, elle est aidée par la dynamique de groupe. Et en fait, les meilleurs conseils que j'ai eus, c'est toujours des conseils de couloir avec des discussions avec des gens qui passaient par là. Et des discussions qui m'ont aidée sur plein d'autres sujets, sur des idées de stages, de filières que je voulais faire à l'EDEC, enfin plein de choses qui peuvent vraiment vous aider. Donc pour moi la prépa c'est d'abord je sais pas si c'est une communauté, mais en mode genre... C'est une famille un peu prépaya ouais. quand même. Ouais. On croise toujours les mêmes personnes. Et ce qui est bien, c'est que vraiment l'ambiance est aussi sympa. On travaille dans de bonnes conditions. Bah toi tu disais, dans ta classe tu dirais que combien de pourcents on fait prépaya genre à l'ESCP? Après, à l'ESCP, on est beaucoup en AST, mais dans les AST français, j'en croise tout le temps dans l'ESCP. Mais donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté humain et disponible. C'est ça. Justement. Et vous arrivez à vos euros, ok vous allez passer un mauvais moment, mais dans les couloirs vous croisez des gens de prépaya. C'est vrai, On aura toujours un copain. Non mais vraiment, donc et le soir vous allez en soirée avec eux, donc en fait au final on retrouve un petit peu, moi j'avais vécu la prépa, on retrouve un peu cette ambiance famille du coup dans une autre prépa en AST du coup. Merci beaucoup. Merci Simon de nous avoir Lise. accueillis. Merci Simon. Merci à vous, c'était super intéressant. Je veux juste vous rappeler, du coup, pour ceux qui nous écoutent, que Mission AST, c'est une communauté de 22 étudiants qui ont intégré les 5 meilleures écoles de commerce de France. Et donc, ça participe du coup, tous ces podcasts, ces vidéos qu'on fait, c'est pour livrer vos meilleurs tips, vos meilleures stratégies, conseils, retours d'expérience. Et que les gens n'hésitent pas à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp, où on pourra aller répondre directement à leurs questions. Et vous êtes dans le groupe WhatsApp. Tous ceux qui sont passés avant sont dans le groupe WhatsApp. Et donc, on peut que vous inciter à rejoindre notre petite communauté. Et vous allez voir, c'est sympa. Et surtout, on se dit rendez-vous
dans les grandes écoles de commerce. Mm. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. Simon. J'ai